bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Terminal sur les mers et les océans, qui sont des espaces stratégiques à protéger. On a vu dans une capsule précédente que ces espaces sont des vecteurs très importants de la mondialisation. Ici, on va réfléchir à la question suivante. Quels sont les enjeux et les tensions liés à l'appropriation croissante des espaces maritimes? Première partie, de la liberté au méritoire. On va essayer de comprendre comment ces espaces qui sont vus comme des grands espaces de liberté sont finalement de plus en plus appropriés. Les mers et les océans sont au cœur de nos représentations collectives. Du mythe de l'Atlantide à Moby Dick, en passant par Titanic, les espaces maritimes sont très présents dans notre imaginaire collectif et ils occupent une place encore plus particulière dans la culture des populations littorales. Allez donc demander à un Breton s'il a le pied marin. Vous voyez ce que je veux dire? La mer est vue comme un espace de liberté formidable, appartenant à tous, où tout est possible, en tout cas c'est l'image qu'on en a traditionnellement. Seulement aujourd'hui, les mers et les océans sont de plus en plus appropriés, c'est ce qu'on a vu avec le cours sur la mondialisation, autant culturellement que politiquement et économiquement. C'est pour ça que Camille Parrain a dérivé en tout cas le terme de territoire pour parler de méritoire, puisque ces espaces marins sont aussi appropriés par l'homme. Pourtant, en 1604, dans son Mare Liberum, Grotius écrit que chaque nation doit avoir la libre voie de communication avec toute autre nation et libre commerce avec elle. Ainsi était affirmé un principe fondamental. Les mers et les océans n'appartenaient à personne et constituaient un formidable espace de liberté à l'heure où les puissances se déchiraient sur le continent. Et cette notion de libre circulation et de liberté sur les mers fut longtemps la norme, et il faut attendre le XXe siècle pour que l'appropriation des espaces marins soit le nouveau paradigme. Et si on reconnaissait depuis longtemps les eaux intérieures et territoriales, celles qui étaient finalement à portée de canon, aucun arbitrage légal ne permettait effectivement de les délimiter et surtout ne permettait d'attribuer les ressources au large à une souveraineté particulière, et ce jusqu'en 1982 où tout change. Date importante, 82, puisque c'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui est signée à Montego Bay, en Jamaïque, et elle va vraiment poser les choses. Alors cette Convention de Montego Bay dit beaucoup de choses. Déjà, elle stipule non seulement que les eaux territoriales sur lesquelles un État peut faire valoir sa pleine souveraineté s'étendent à 12 000 nautiques de ses côtes, mais surtout, ce texte crée le statut de ZEE, une zone économique exclusive qui s'étend à 200 000 nautiques des côtes, voire à 350 000 marins, finalement sous dérogation. Dans cet espace, si la libre circulation est maintenue, un État est propriétaire des ressources du sol, du sous-sol marin, ainsi que de la colonne d'eau. Et pour arbitrer tout conflit sur les délimitations de ces ZEE, et croyez-moi, il y en a quelques-uns, un tribunal du droit de la mer a été créé à Hambourg en 1996 et il se montre très actif. Aujourd'hui, les ZEE recouvrent 36% de la surface de la planète. Les États-Unis possèdent le premier territoire marin avec 12,2 millions de km², suivi de peu par la France avec ses 10,1 millions de km². La raison? C'est simple. Si tous les cailloux en haute mer ne donnent pas une ZEE, en fait, toute île ou tout îlot en tout cas pouvant être aménagé offre automatiquement 200 000 nautiques de ZEE pour un peu qu'on les réclame, et à ce jeu-là, les miettes d'empire colonial sont très utiles pour asseoir notre puissance. Vous l'avez compris, du coup, les mers et les océans sont de plus en plus appropriés, et forcément, ça va créer des tensions et des convoitises. Deuxième partie, des espaces géostratégiques majeurs. La géographie crée naturellement des inégalités concernant les espaces maritimes, ce qui est source de tension. Les pays enclavés aimeraient en bénéficier, les pays qui n'en bénéficient que de manière saisonnière tentent de se garantir un accès sur le long terme, c'est notamment ce qui avait déclenché un autre siècle, au XIXe, la guerre de Crimée, la Russie voulait un accès aux mers chaudes en Méditerranée, et ceux qui ont un accès maritime regardent la ZEE du voisin pour essayer d'en grignoter un morceau. Bref, comme tout territoire, les mers et les océans sont source de conflits, et compte tenu du rôle clé qu'ils jouent dans la mondialisation, ils constituent des espaces géostratégiques majeurs. L'Américain Alfred T. Mahan l'affirmait dès 1890. Toute puissance doit maîtriser les mers et les océans. Et ce qui était vrai au XIXe pour les États-Unis, pour les Britanniques, qui dominent un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, se vérifie encore aujourd'hui. Tout pays aspirant à devenir une grande puissance se doit de bâtir une flotte conséquente, capable de se projeter dans tous les océans. À ce jeu, seule une puissance aujourd'hui est une réelle thalassocratie, les États-Unis. Avec une flotte dans chaque océan et 10 porte-avions, les Américains restent encore les gendarmes du monde. Viennent ensuite la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France et l'Inde. Pourquoi être une puissance militaire maritime est si important? Ça permet non seulement de protéger son propre territoire, la souveraineté de ses ressources,
mais cela permet aussi de surveiller et de protéger les grandes routes maritimes mondiales de toute attaque. Comme on peut le voir sur la carte ci-contre, les points de passage stratégiques sont des espaces extrêmement fréquentés, extrêmement circulés. Ces espaces, qu'on appelle aussi les choke points, donc autrement dit les canaux et les détroits, sont ceux qui font l'objet du plus d'attention. 30% du commerce mondial passe par Malacca et 18% de la consommation mondiale de pétrole passe par Hormuz. Et comme tout lieu regorgeant de richesse, la criminalité s'y développe. On trouve ainsi une piraterie très implantée en mer de Chine et dans le détroit de Malacca, agissant depuis les îles indonésiennes qui sont au large de Singapour. De même, les pirates somalis, qui travaillent pour Al-Qaïda en fait, sont toujours actifs au large de la Corne de l'Afrique. Enfin, une piraterie importante s'est développée dans le golfe de Guinée pour détourner les hydrocarbures offshore. Pour contrer leur action, des opérations de coopération militaire internationale ont été mises en place. L'opération Malsindo à Malacca, avec la Malaisie, Singapour et l'Indonésie, l'opération Atalante dans la Corne de l'Afrique, qui est orchestrée par l'Union européenne. Quant aux Américains, qui sont présents dans toutes les mers, je vous rappelle, ils patrouillent continuellement dans ces zones pour défendre leurs ressortissants et surtout leurs marchandises, comme en 2009 avec l'intervention sur le Maersk Alabama. Mais bon, si les grandes puissances parviennent à coopérer quand il s'agit de freiner le terrorisme et la piraterie, là ils s'entendent plutôt bien dans ces cas-là, il en va bien différemment quand il s'agit de s'assurer le contrôle des ressources et des routes maritimes. Ces conflits sont très nombreux, présents sur tous les continents, et on va pas tous les voir ici. On va se concentrer en fait sur deux conflits majeurs, les ambitions maritimes de la Chine et la question de l'Arctique. La Chine, en fait, veut devenir la première puissance mondiale en 2049 pour fêter le centenaire de la République populaire communiste, et elle place effectivement les mers au cœur de sa stratégie de puissance. Tout d'abord en revendiquant des ZEE, c'est ce qu'on peut voir ici sur le schéma ci-contre qui a été présenté à l'ONU. En effet, la Chine revendique de nombreux territoires marins en utilisant sa puissance militaire au détriment de ses voisins, et ça crée donc beaucoup de tensions en mer de Chine. Premier cas, la question des îles Diaoyu, ou plutôt Senkaku si on se place du côté des Japonais. Ça se passe en mer de Chine orientale. En fait, avec ces îles, on a une ZEE à proximité qui est très riche en hydrocarbures. Et le problème de ces îles, c'est qu'elles appartiennent historiquement au Japon. Pourtant, la Chine le revendique depuis 1971. C'est pas compliqué, hein, parce que la Chine veut s'approprier les hydrocarbures. Depuis 2013, la situation s'est fortement aggravée. Les Chinois envoient des navires de guerre à proximité pour tenter de s'en emparer, organisant des manifestations de soutien dans les grandes villes. Et les tensions avec le Japon sont toujours très fortes à cause des Senkaku, à l'heure d'aujourd'hui. Et pour l'instant, seule la présence des Américains empêche la Chine de s'en emparer. Deuxième cas, la situation en mer de Chine méridionale, qui est à peu près similaire, puisque la Chine s'oppose aux États riverains, revendiquant une ZEE toujours plus grande, en accord avec sa théorie des 9 traits que vous pouvez voir sur la carte ci-contre. La Chine revendique notamment les îles Spratly et les Paracels, ce que le Vietnam refuse totalement. Pour montrer son opposition, le Vietnam a même interdit la diffusion du film Abominable, qui montrait ses revendications chinoises directement dans le dessin animé. Néanmoins, la Chine gagne du terrain, pratiquant la politique du fait accompli. Comme on peut le voir à Subi Reef, ils implantent des bases militaires sur des îlots inoccupés et en revendiquent ensuite la propriété. Premier arrivé, premier servi, en somme. Enfin, la Chine s'oppose à une grande puissance voisine, l'Inde, en tentant de projeter sa puissance dans l'océan Indien et en construisant de nombreuses bases militaires jusqu'à Djibouti, en Afrique. Un moyen de surveiller et de contrôler leur approvisionnement en pétrole, mais surtout la construction de ces perles le long de la nouvelle route de la soie inquiète fortement les puissances voisines comme l'Inde, mais les grandes puissances mondiales en général, et c'est une source de conflit, a priori à long terme. Le Grand Nord aussi est un espace hautement conflictuel. Non seulement l'Arctique regorge de ressources, et notamment d'hydrocarbures, ce qui a amené la Russie à planter un drapeau sur le fond marin à la verticale du pôle Nord en 2007, mais les différents pays riverains veulent aussi contrôler les nouvelles routes du Nord. Les Canadiens affirment ainsi que la route du Nord-Ouest est dans leurs eaux territoriales et qu'ils seront les seuls à en assurer le contrôle, là où les Américains demandent évidemment le libre passage. Dans tous les cas, si l'ouverture de ces routes pourra accélérer encore le commerce mondial en réduisant les temps de trajet, ce qui explique tous les enjeux géopolitiques autour de celle-ci, ces nouvelles routes inquiètent fortement les défenseurs de l'environnement. En effet, l'Arctique, comme les espaces maritimes dans leur ensemble, sont largement menacés par le réchauffement climatique et la maritimisation de l'économie mondiale. Grand C, les mers et les océans, des espaces menacés à protéger. Les espaces maritimes sont considérés comme lourdement affectés par les activités humaines. Pollution, diminution des stocks de poissons ou encore destruction d'habitats côtiers, les récifs de coraux, les mangroves, les algues marines, etc.
L'augmentation de la pêche industrielle menace à court terme les stocks halieutiques. On considère que 55% des stocks mondiaux sont exploités pleinement et que 30% sont surexploités. La surpêche menace ainsi de disparition plusieurs espèces comme le thon rouge. Les espèces protégées ne sont pas épargnées d'ailleurs. L'Équateur dénonce chaque année la présence de flottes industrielles, souvent chinoises, qui pêchent dans leurs eaux protégées des Galapagos, à l'image du Fuyuan Yulang 999, qui a été arrêté il y a quelques années avec plus de 6000 requins dans le but de vendre leurs ailerons. Autre menace, la question de la pollution. Puisque si la circulation des navires de commerce pollue directement les mers, 80% de la pollution des océans vient de la terre, avec l'acheminement et la concentration de plastique dans les mers. On considère que 10 millions de tonnes de plastique atteignent les mers chaque année. Ces déchets se désintègrent en microplastiques et en viennent à former des continents de plastique dans les océans, une espèce de soupe assez infâme, et s'ils se retrouvent ingérés par les êtres vivants marins, les conséquences sont absolument dramatiques. Autre forme de pollution, les marées noires. Depuis 1967 et le Torrey Canyon au large des côtes britanniques, les catastrophes pétrolières se succèdent, polluant à long terme les littoraux, dévastant les fonds marins et tuant la faune. L'une des plus graves fut l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon en 2010 dans le golfe du Mexique, qui déversa l'équivalent de 4,1 millions de barils, et malgré les efforts employés, une partie des hydrocarbures reste encore aujourd'hui pris au piège à 1100 mètres de profondeur. Autre menace, qui a des effets plus importants à long terme, c'est le changement climatique, qui a des conséquences multiples sur les mers. Avec la fonte des glaces, on assiste à la montée des eaux, qui entraîne un recul des plages. 70% d'entre elles sont en recul dans le monde, et ça entraîne aussi donc des réfugiés climatiques. En parallèle, l'augmentation de la température entraîne aussi une acidification des eaux. En effet, les océans absorbent un quart du CO2 émis chaque année, et plus ils absorbent de CO2, plus ils se réchauffent et moins ils deviennent propices à la vie sous-marine. Le zooplancton disparaît, les coraux blanchissent, meurent, et les récifs coralliens qui protègent les côtes sont menacés de disparition, aggravant encore l'érosion des littoraux. Mais que faire ? Est-ce qu'il est possible, oui ou non, de protéger ces espaces maritimes ? Est-ce qu'on peut trouver des solutions qui soient réalisables, en tout cas à l'échelle d'une vie humaine ? La question, elle est vite répondue, on est tous d'accord. Oui, on peut. Maintenant la question c'est comment, qui et à quelle échelle. C'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Alors on trouve des réponses à toutes les échelles, en fait, et à l'échelle mondiale, pour commencer, de nombreuses réglementations ont été prises pour limiter la pollution. C'est d'abord la convention MARPOL, Marine Pollution, de 1972 qui vise à lutter contre la pollution atmosphérique liée aux hydrocarbures, aux eaux usées et aux déchets. Les normes de sécurité des navires pétroliers ont aussi été renforcées pour limiter le risque de marée noire. C'est ce qui a été décidé avec l'Oil Pollution Act de 1990. Deuxième série de mesures, c'est tout ce qui est lié à la question de la pêche responsable. Le but est d'adapter les capacités de production au rythme biologique de la ressource. Pour ça, on a créé des écolabels comme Friend of the Sea. C'est un axe qui fait partie des objectifs de développement durable de l'ONU d'ici 2030. Enfin, pour cette question de la pêche responsable, on a aussi pris des moratoires pour protéger des espaces, comme l'Antarctique, et des espèces, comme les baleines. Enfin, troisième axe, en 2010, on a créé les AMP, les aires marines protégées, pour mieux conserver biologiquement les ressources et leurs habitats, mais aussi pour mieux réguler spatialement l'accès aux pêcheries. L'objectif des AMP, c'était d'avoir 10% des espaces maritimes protégés à l'horizon 2020. Alors on n'y est pas tout à fait, on est à 7,3% des mers et des océans aujourd'hui, ça représente quand même 26 millions de kilomètres carrés, et on compte en tout et pour tout 7000 aires marines protégées dans le monde, et ce chiffre est en augmentation. À l'échelle régionale, différentes politiques de protection des espaces marins sont menées également. On va voir dans le cadre du cours l'exemple de l'Union européenne. Pour l'Europe, donc on parle de la politique communautaire des pêches, la PCP, qui instaure des quotas de prélèvement en concertation avec les organisations locales de pêcheurs, même si les quotas sont souvent décriés par ces derniers. Certains espaces maritimes sont aussi protégés par le label Natura 2000, qui permet une poursuite de l'activité économique tout en protégeant l'environnement. Dernière échelle, c'est l'échelle locale, nationale, puisqu'il est possible aussi à cette échelle de créer des espaces protégés. C'est le cas des parcs naturels marins en France, il y en a en Polynésie, il y en a en mer d'Iroise, etc. Ou encore du parc de Komodo en Indonésie, qui a été créé en 1984, et qui protège non seulement les espèces terrestres, mais aussi les espèces marines. Enfin, il y a un acteur qui a un rôle extrêmement important quand il s'agit de défendre l'environnement, ce sont les ONG,
qui sont là pour dénoncer les abus, en tout cas éclairer l'opinion publique sur la question. Greenpeace arraisonne régulièrement des navires pollueurs, organise des manifestations pour dénoncer la surpêche, et Sea Shepherd, l'ONG de Paul Watson, sont eux carrément vus comme des éco-terroristes par les Japonais. Battant pavillon noir, ils n'hésitent pas à aborder ou s'aborder les navires pratiquant la pêche illégale. En conclusion, les mers et les océans sont bien au cœur de la mondialisation. Support majeur des flux riches en ressources, leur maîtrise est un enjeu majeur pour toutes les puissances mondiales. Le rôle environnemental joué par ces espaces à l'heure du changement climatique contribue également à leur surveillance accrue, et bien que des politiques de protection aient été décidées à toutes les échelles, et malgré l'existence d'un droit de la mer, les mers et les océans restent encore un espace de liberté où les différents acteurs tentent de faire entendre leurs revendications territoriales, économiques, politiques et environnementales. La France, qui est une puissance maritime ancienne, ne fait pas exception, et on verra ça dans la suite du cours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, répondez bien au questionnaire pour mes élèves, et puis à très bientôt en classe.